Est-ce que ça va comme clap? Eh ben c'est parfait. Bonjour à toutes et tous, merci d'être présents pour cette première conférence, premier talk sur l'empreinte environnementale, plus particulièrement qui nous concerne aujourd'hui, mais sur, vous l'avez compris, sur l'outdoor en général. Je suis aujourd'hui avec Henri, qui est notre expert en économie circulaire et environnement. Avant de passer la parole à Henri, je voudrais aussi vous présenter Jean-Yves Lapeyraire, qui est là, qui vient de nous passer son micro. Jean-Yves, qui est secrétaire général de l'ECO, c'est difficile à dire, c'est l'ECO, tu nous le rediras tout à l'heure, mais c'est l'European Confederation of Outdoor Employment. Donc je pense que vous avez tous compris grâce à mon anglais parfait. Il est aux côtés de Stefano qui est aussi président du même ECO et qui interviendra aussi en tant que prestataire puisqu'il intervient notamment en sea kayaking en Grèce à Santorin. Voilà. Jean-Yves, je vais te passer la parole, juste en préambule pour vous rappeler l'état d'esprit de cette rencontre. Je crois que vous l'aurez compris. L'idée, c'est d'échanger, c'est pas d'être ni didactique, ni d'être donneur de leçons, ni de montrer du doigt ce qui se passe. L'idée, c'est d'être tous ensemble autour d'une réflexion qui nous concerne tous, qui représente les enjeux non pas de demain, mais d'aujourd'hui, bien évidemment. Et donc, on pourra, dès que vous le souhaitez, on peut à la fois, Henri, si tu le permets, interrompre Henri, l'interpeller, rebondir, et puis on aura évidemment, en fin de séance, on aura un échange questions-réponses au moment où vous le souhaiterez. Jean-Yves, à toi la parole. Merci. Donc, an afternoon about impact of the on the environment of our. I suppose there are quite a few people who speak English here. Yes. Alors, we'll do it both in French and English. On va faire ça en français et en anglais, et on va y arriver. Alors, donc on va avoir deux parties. We're going to have two parts in this presentation or in this intervention. Une partie qui va être dédiée plutôt aux aspects équipement, matériel, alors qui vous concerne beaucoup puisque beaucoup d'entre vous sont des utilisateurs ou des fabricants de matériel. Et puis une partie plus sur la prestation de services. So one part on building equipment, the impact of building equipment and the issues that are linked with the building of equipment, and the issues that are linked with service delivery, because when we deliver services, we also have an impact, positive or negative, on the outdoors and on the environment. Donc voilà, deux parties. On va, de façon à poser le débat, on va regarder quelques courtes vidéos de 2 minutes, de témoignages, de photos. Donc il y en a certaines que vous connaissez peut-être, mais pour reposer le débat et pour bien se dire qu'est-ce que c'est la problématique, l'impact de nos activités, de nos matériels sur l'environnement. We will be starting with, as I said, there will be two parts, one on building equipment and using equipment and one on service delivery. And we will start both parts by watching a couple of short videos, 2 minutes, just to remind ourselves of what the issue is. Some of these videos are in French, some of them are in English, but you will get the gesture of the situation. Voilà, on va commencer avec un premier témoignage sur le plastique. Vous pensiez vraiment que le plastique était fantastique ? Pour les océans, il serait plutôt dramatique. Imaginons toutes les minutes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, un camion poubelle se déchargerait dans la mer. Sur un an, cela ferait 8 millions de tonnes de plastique qui finiraient dans l'océan. Choquant, c'est pourtant bien de cela dont il s'agit. L'image illustre tristement l'état critique des océans. Au total, l'amas de plastique que l'on y trouve mesurerait 6 fois la surface de la France, dont la moitié se situe dans l'océan Pacifique Nord. Ces espaces de plusieurs milliers de kilomètres carrés, on les appelle les zones ordures. Elles sont formées par des gyres, d'immenses tourbillons créés par les vents et les courants qui entraînent les déchets. Il y en a 5 principaux dans le monde, 2 dans l'Atlantique, 2 dans le Pacifique et 1 dans l'océan Indien. L'île d'Henderson, située au milieu du Pacifique, non loin du plus gros vortex
de plastique au monde reflète bien ce phénomène. Selon le Royal Society for the Protection of the Birds, on y recense 671 morceaux de plastique par mètre carré, soit 17 tonnes de déchets. L'île de 31 km² posséderait même la densité la plus élevée de détritus de la planète, alors qu'elle est inhabitée et loin de tout. Plus proche de chez nous, et pourtant la mer Méditerranée est loin d'être épargnée. D'après un rapport du WWF, si la mer Méditerranée ne représente qu'1% des eaux mondiales, on y trouve 7% des microplastiques totaux des mers et océans. Un microplastique mesure moins de 5 mm et est invisible à l'œil nu. Ces petites particules, fruits de la désintégration des bouteilles, briquets et autres déchets, irradient les océans et finissent dans nos assiettes. 18% des thons et espadons que nous consommons ont ainsi des microplastiques dans leurs estomacs. Et que dire des coquillages, très prisés des Français? Un consommateur moyen pourrait ingérer jusqu'à 11 000 morceaux de microplastiques par an, rien qu'avec des moules ou des huîtres. Difficile pourtant d'en mesurer l'impact, ces particules sont tellement infimes que la recherche sur le sujet est encore très limitée. Mais en fait, d'où viennent ces déchets? Une grande partie de la pollution plastique provient des fleuves qui se versent dans la mer. Ainsi, le vortex de déchets du Pacifique, qu'on surnomme le 7e continent, est composé à 90% de déchets nourris par 10 fleuves, 8 asiatiques et 2 africains. Et si ça continue comme ça, selon la fondation Ellen MacArthur, en 2050, il y aura plus de déchets que de poissons en volume dans nos océans. You can see there is this is a witnessing from this journalist about the quantities of plastics that are being binned and put in the sea and the rivers. There are two elements. There are those that we can see very well. Donc ceux qu'on peut voir très bien, il le dit, ce sont ces bouteilles de plastique, vous avez déjà vu tous ces films, mais surtout les microplastiques, that you can't see very well. Alors, Henri, tu es un spécialiste de ces sujets. Est-ce que tu peux nous en dire plus? On a vu, ça c'est un cadre général, mais plus particulièrement la situation au niveau de la outdoor, au niveau de qu'est-ce qui se passe avec ces plastiques? On va essayer avec ce micro. Oui, alors on va peut-être déjà préciser un petit peu les enjeux qu'il y a, parce que finalement, peut-être prendre le micro. Préciser un peu les enjeux qui se posent derrière cette présence de plastique, parce qu'on pourrait se dire finalement il y a du plastique dans la nature, il y a du plastique dans la nature, hein, voilà, tant pis. Mais vous avez tous vu ces images de grands mammifères et de tortues qui s'étouffent avec les plastiques. Ça, c'est la partie la plus visible, la plus remarquable. Je te laisse peut-être traduire au fur et à mesure, je ne sais pas comment est-ce que tu veux faire. Donc ça, c'est évidemment la partie la plus remarquable, mais c'est finalement pas la partie la plus inquiétante de la pollution par les plastiques. L'essentiel de cette pollution aujourd'hui, elle est sous forme fragmentée, sous forme de microplastiques. C'est 85% du volume des plastiques présents dans la nature, c'est sous forme microfragmentée. So you confirm that Can you hear with this microphone? Fantastic. You confirm that for our English-speaking friends that there is this element of traditional plastic, but also microplastic, which represents 85%? 85% of the volumes. So in fact, the bulk of the issue is what we can't see. Yeah. Et donc sur ces 85% de volume de plastique, les conséquences, elles vont être très complexes. C'est pas juste des animaux qui s'étouffent avec. La première conséquence, c'est que ça va remplacer une grande partie de l'alimentation de la vie qui est en mer et qui est dans la nature. Et donc en fait, les animaux vont se nourrir de ces microplastiques au lieu de se nourrir de plancton et donc ne vont pas croître. And the immediate consequence of this situation is that the animals that are going to take these microplastics as food, and they're going to, in the end, feed themselves with plastic. Very interesting concept. Donc ça, c'est effectivement une première conséquence qui a évidemment des répercussions sur notre alimentation, hein, puisqu'on se nourrit, il faut se rappeler quand même qu'une vingtaine de pourcents de l'humanité se nourrit directement des ressources marines. Et évidemment, des poissons qui mangent des plastiques, ça grandit pas beaucoup. Ça, c'est une première conséquence. La deuxième, c'est que en fait, ces microplastiques, ils vont servir de support à toute une série d'éléments vivants qui vont être des espèces qui vont transiter sur ces microplastiques. Alors, une des choses qui commence à bien se connaître aujourd'hui, c'est par exemple que les booms de méduses qu'on connaît en mer sont favorisés, c'est pas le seul facteur, mais sont favorisés par ces plastiques parce que la larve de la méduse a besoin d'un support et qu'en fait, en mettant des déchets en mer, on favorise ces larves de méduses. So this has a second impact, is that not only the fish are feeding themselves
with microplastic. But of course, we are eating fish that contain the microplastic. And the second issue, for instance, you were mentioning jellyfish, which are building themselves upon this plastic mass and developing sort of new generations of jellyfish, sort of muting generations. Et plus encore que les méduses, on va trouver tout un cortège de bactéries et de virus qui vont se développer sur ces microplastiques. Donc des bactéries et des virus qui sont présents naturellement en mer, mais jamais dans les mêmes concentrations et jamais avec le même équilibre que ce qu'on va trouver sur les plastiques. Les scientifiques aujourd'hui parlent de plastisphère, donc la communauté vivante spécifique à ces morceaux de plastique. Et aussi une des conséquences très remarquables, c'est que sur ces plastiques, des bactéries, des virus qui habituellement ne sont pas en contact vont être en contact, vont donc muter. Et donc tout ça, ça pose des questions sur la santé humaine, les répercussions sur la santé humaine demain. Aujourd'hui, on n'a pas de conséquences immédiates, mais c'est des questions que les scientifiques se posent. Et on peut par exemple citer le fait qu'au large de Marseille, en France, on trouve de façon très régulière le vibrion du choléra, donc on va dire la partie primaire du choléra, qui se promène au large de Marseille, alors que traditionnellement, il ne s'y promenait pas et il se promène sur des morceaux de plastique. The plastic is also carrying all sorts of viruses and bacteria that are traveling through the oceans and indeed can affect human beings. So it's not only a problem of, as you said, food and this, but also of health. And you are using the example of cholera, which is an illness that is traveling outside Marseille through the sea that we normally don't see and we don't have. But because of the plastic, it's creating a vector to carry the disease. And so it's a serious issue that is far beyond just seeing floating bottles of empty bottles of milk. Et enfin, pour finir ce tableau pas très réjouissant, et après on passera à des choses plus positives, mais comme ça on a un vrai tableau de la réalité et de l'enjeu, c'est une consommation qui est très importante de matières premières, donc une consommation de ressources qui est très très importante, de ressources pétrolières, et donc un contributeur majeur à la production de gaz à effet de serre. Un producteur majeur à contribution de gaz à effet de serre dans sa détérioration. Ces plastiques-là relarguent des éléments qui contribuent à l'effet de serre, mais également dans l'extraction des ressources. Il faut savoir aujourd'hui que l'industrie plasturgique, dans sa globalité, émet 70 fois le carbone qu'émet l'industrie de l'aviation. 70 fois. Donc ça veut dire qu'il y a un enjeu qui dépasse largement celui du dauphin et de la baleine qui s'étouffent avec des sacs plastiques, mais qui est vraiment un enjeu global, et c'est ce qui nous permettra de poser la question comme il faut pour aborder les solutions. So you are mentioning that the issue with plastic is not only the plastic itself, but plastic is built from petrol, and consequently the use of plastic is increasing the petrol consumption and hence the production of CO2 with all the effects that CO2 production can present. And we are in a comparison where plastic production is producing 70 times more CO2 than airplanes. Okay, so if I understand you well, I'd rather continue taking the airplane and stopping buying plastic things. L'idéal serait les deux. Ideally both. Yeah. Mais oui, effectivement, il y a beaucoup plus d'enjeux aujourd'hui climatiques autour du plastique. Les grandes sociétés pétrolières ne s'y sont pas trompées. Le grand patron des sociétés pétrolières françaises, le grand patron de Total, a clairement dit dans sa conférence d'il y a quelques mois que l'enjeu pour Total n'était plus l'énergie, que l'enjeu était la production des polymères. Alors, polymère, c'est le jargon technique pour dire plastique. D'accord. So the key issue for Total is the first one. I mean, you all know Total is the producing gas and producing petrol and diesel and etc. And their key issue is not so much the energy issue, is the plastic production. So they are fully aware that themselves that the issue is the issue of plastic. So we've got one problem, it's plastic. Yeah. Alors maintenant, comment est-ce qu'on s'attaque à cette problématique, puisque what sort of solutions? Quelles sont les solutions? On fait un premier constat là aujourd'hui.
Et le constat, il n'est pas très réjouissant, mais ça ne veut pas dire qu'on est désarmé face à ce constat-là. Aujourd'hui, on a un certain nombre d'éléments de réflexion et de solutions. Cette réflexion, elle a déjà été posée en 1972. C'est quand même, ça ne nous rajeunit pas, ça, 50 ans. En 1972, un rapport qui s'appelle le rapport Meadows a été fourni au Club de Rome et aux Nations Unies. C'est un rapport qui s'appelait The Limit to Growth, donc les limites à la croissance. Et donc un rapport qui en fait pointait qu'aujourd'hui notre consommation, enfin qu'à l'époque déjà, notre consommation de ressources était plus importante que ce que la capacité de la planète de résorption. Donc ce constat-là, aujourd'hui, il est toujours valide, il n'a pas changé. La seule différence, c'est qu'on a posé un certain nombre d'éléments de solution qui s'appellent l'économie circulaire. Alors, qu'est-ce que c'est que l'économie circulaire ? En fait, c'est une économie qui est basée sur les grands principes de fonctionnement de la nature. Donc, certains ont tendance à résumer l'économie circulaire par le recyclage. C'est plus complexe que ça. L'économie circulaire, c'est avant tout une vraie façon de repenser les besoins, et notamment de repenser la consommation des ressources énergétiques comme de matières premières. Ça, c'est cette première chose qui est vraiment capitale et qui va concerner notre industrie de l'outdoor. Je suis moi-même pratiquant, je vous rassure, de kayak, de canoë, c'est des activités qui me passionnent. Mais aujourd'hui, on a effectivement un business qui est un peu sur la logique du monde de la mode, c'est-à-dire on va avoir une logique de nouveaux modèles qui se renouvellent très régulièrement et qui va être dans une forme de consommation de plus en plus importante de ressources. Et c'est le modèle économique dans lequel on est embarqué. C'est un modèle qui effectivement a ses limites. Now, the situation we're in is calling us upon a report that you might have heard of, which is the Meadows report, which was produced in 1972, and it was produced for the Club of Rome. And this he wrote it with his wife and some other colleagues. And the issue was to demonstrate or to show different scenarios, demonstrating that it was impossible to go for an unlimited growth in a limited world. And today, what we are seeing today is in fact corresponds to some of the scenarios that were made at the time. And 2020, 2022 is about the times where they mentioned that it would start being blatantly obvious that we had to find other ways. And of course, this situation is very somewhat uncomfortable because we can say we knew since 1972 and we are in a situation that has been somehow announced. So it's not just a complete surprise. So the issue now is to say, what do we do about this? Especially an industry like ours, which is like fashion, for instance, is constantly into renewing, into improving. You know, I've got this boat today, but I want another better boat tomorrow. And when I've used it for 3 seasons or 1 season, I want an even better one. And it's questioning the model, the economic model, not just the situation, but the mere principle of building up and building up. Can we carry on like this? And that's where one of the solutions, and you mentioned it, is recycling. But in fact, it's just one aspect of a whole circular economy that should be implemented. Can you tell us a bit more about this circular economy? Oui, alors ce principe, il a été posé dans les années 90 par 2 économistes qui se sont nourris du rapport Meadows et qui en ont en gros tiré l'essentiel pour se projeter dans un autre modèle économique. Et ce modèle économique, en fait, c'est un modèle économique qui mime la nature, qui mime les principes de fonctionnement de la nature. Et ces grands principes sont des principes d'économie de ressources et de moyens. C'est-à-dire la nature ne gâche pas d'économie de ressources et de moyens, mais également un principe de non-nocivité envers le reste du vivant. Si vous êtes un animal, en gros, vous consommez ce dont vous avez besoin pour votre propre survie et vous n'émettez que des choses que le reste du vivant est capable d'intégrer et d'ingérer dans un cycle perpétuel. So this led to a few research and suggestions that were built up in the 90s, circular economy, which is based on the economy of means. So we consume just what we need, but not enough, not more, and not too much, and not more. And at the same time, by trying to be
to have the least impact and the least bad impact on our environment and the other species. Est-ce qu'on a dans l'outdoor, est-ce qu'on a des exemples plus précis dans l'outdoor? Do we have more precise examples of the implementation of the circular economy in the outdoors? Not necessarily just in kayak, because you may not know just in kayak or in sailing, but generally speaking, how do we... I know that there is some clothes manufacturers that are... Il y a des fabricants, par exemple, de textiles qui sont lancés de l'outdoor, hein, qu'on connaît, les Vaudé, les Pictures, mais voilà, il y a des choses qui se font dans l'outdoor. Oui, alors on pourrait le traduire un petit peu différemment. On pourrait le dire qu'en fait, on a aujourd'hui une nécessité de passer d'une économie de la consommation à une économie de l'usage. C'est-à-dire ce qui va compter, ce n'est plus le produit, c'est l'usage qu'on fait de ce produit. On a plusieurs exemples qui sont intéressants, mais qu'est-ce que ça veut dire très concrètement, hein? Ça veut dire qu'on va tout simplement essayer d'avoir des produits les plus polyvalents possibles, essayer de ne pas avoir 25 vestes outdoor pour 3 usages différents. On est tous là-dedans, hein. Je me mets dedans, vous inquiétez pas, c'est pas une leçon que je fais, hein. On est tous impliqués dans cette logique-là. Il vient du monde du kayak, si je me trompe pas. Oui, du kayak et de la montagne. Alors moi, je suis pas du tout du monde du kayak, je viens du monde de la montagne, hein, puisque moi je suis dans le ski, mais on a exactement les mêmes problématiques, hein. We have the same issues in the mountain, outdoor mountain where I come from, than in the kayak. And you were saying that in all these, dans toutes ces activités, dans tous ces aspects, on passe de la consommation à l'usage. So the idea is to go from consuming to use. What is the difference between consuming and use? Can you tell us more about this? Alors, la première différence, c'est qu'on va déjà penser des produits pour un usage, c'est-à-dire penser des produits qui soient capables de durer longtemps et d'être le plus avec une gamme possible, c'est-à-dire exactement l'inverse de ce qu'on a fait pendant ces dernières décennies où on essayait d'avoir des produits les plus spécifiques possibles. J'ai une veste qui traîne par là derrière, qui a été fabriquée par un petit fabricant français qui s'appelle Lagoped, qui fait une veste qui est utilisable pour de la randonnée, pour de la voile, pour du canoë, et pour de la ville, c'est-à-dire qu'elle est dessinée de façon assez sobre et pas trop marquée. Donc je peux avoir une seule veste qui va faire le tout. Et ça, c'est déjà une façon très très notable de réduire un impact. So, for instance, we would try to go for things that last, and Henri is mentioning his jacket that has been made not just for skiing or for canoeing, but for both, for skiing and canoeing. And that's one first step, is to try to go for lasting things. Other avenues. Donc, faire durer, c'est également concevoir les produits pour qu'ils soient donc solides, ça on l'a dit, mais également pour qu'ils soient réparables. Ça, c'est un élément qui est capital et aujourd'hui, une stratégie engagée, une marque engagée, je pourrais citer Faude en Allemagne, hein, le célèbre équipementier allemand, qui a une vraie démarche très très forte sur la réparabilité de ses produits. C'est-à-dire les produits sont conçus pour pouvoir être réparés, être retournés. Alors idéalement réparés en local, hein, parce que si on commence à faire 4 fois le tour de la planète des produits pour les réparer, ça n'a pas de sens. Mais évidemment, avoir ça en tête, qu'on construit des produits pour qu'ils soient facilement réparables, et donc on fournit des pièces détachées aux réparateurs. Second avenue, apart from lasting equipment, is repairable, and of course locally repairable equipment. We had this about kayaks. You were mentioning that you've seen some of the kayaks you use in Greece, and you mentioned that you had difficulties when you pull and the client is inside. It wears the kayak, and you are trying to ask the manufacturer to give you the equipment to fix it. That's a typical example. Donc un exemple de cet aspect de réparation, hein, notre ami Stéphanos qui exploite une grosse base de kayak de mer sur l'île de Santorin, 2 millions de visiteurs à Santorin, excusez du peu, chaque été. Hein. Chaque été. Et donc qui nous expliquait tout à l'heure que quand il tire les bateaux, les kayaks avec des clients dedans, il y a un usage qui fait qu'il faut qu'il puisse réparer l'avant de ses bateaux. Et donc là, aujourd'hui, il est en train de rendre visite à son manufacturier pour lui demander s'il a des outils ou du matériel qui lui permettraient de renforcer. Donc on est bien, c'est un problème réel et on est bien sur un des volets qui peut nous permettre de trouver des solutions. Et puis enfin, une des dernières approches de cette économie d'usage, c'est l'abandon de la propriété.
c'est-à-dire qu'en fait le client n'est plus le propriétaire final, et ça, il y a un grand groupe qui est en train de l'expérimenter actuellement, c'est Decathlon, qui est en train d'expérimenter ce qu'on appelle les packs de location, c'est-à-dire en fait vous n'allez plus acheter des produits, mais vous allez acheter un droit à louer du matériel. Et ça, c'est très très intéressant. Par exemple, si vous faites du canoë une semaine par an, en fait, un des grands gains environnementaux possibles, c'est d'éviter de remplir vos armoires avec du matériel que vous allez peu ou pas utiliser du tout finalement, mais simplement le louer et lui permettre d'avoir une rotation plus importante. C'est en plus très vertueux parce qu'un loueur de matériel, évidemment, il conçoit son équipement pour qu'il soit et durable et réparable, parce qu'il a tout à y gagner. And the third idea that is presented by Henry here, and that you will have opportunities to meditate and think about all this, is the concept of property, which is the idea being of stopping to think in terms of property, but instead thinking in terms of use. And he's saying that you probably have heard about Decathlon, even if you don't live in France. Decathlon is a very good distributor of, very big, sorry, I don't judge if it's good or not, very big distributor. And they are starting to think about selling a right to use. Alors, it's not a concept that is so alien because, for instance, in ski resorts, apartments are not sold to be a property. It's sold to be used so many weeks. So maybe it's something that, for ski equipment as well. So it is a new way. Hein, c'est quelque chose, en France, on a l'habitude des appartements, par exemple, dans les stations de ski, ou du matériel qui est utilisé en location, en partage même. Les appartements, il y a des tas d'appartements à La Plagne, aux Arcs, qui sont vendus en usage plutôt qu'en propriété. Mais donc ça peut être it could be another way to address the issue. So that's a third idea. Alors, une question là à ce stade, Henri, que j'aimerais te poser. On est ici sur le salon des sports de pagaie avec une industrie qui est pour le moins de taille très différente par rapport à d'autres industries que tu peux connaître toi dans tes interventions, des industries beaucoup moins puissantes. Est-ce que tu penses aujourd'hui que l'industrie des sports de pagaie peut aussi jouer son rôle, prendre part de cette conscience collective et s'adapter à ces nouvelles contraintes? Qu'est-ce que tu en penses? We are on a show where there is we are a much smaller sector than other big sectors that consume maybe more. And what do you think we have a stake to play? We have a part to play as well, although we are smaller? Oui, bien sûr. La problématique des plastiques, elle est très vaste, et notamment une de ses spécificités, c'est que le plastique, il est partout, on en a tous sur nous tout le temps. Et donc l'enjeu, il est celui d'une prise de conscience et d'une action globale, et il n'y a pas de petit secteur pour agir sur le plastique. Ça, c'est une première chose. So there is no small sector, there are just professional sectors, and it's for each of us to play our role in this issue, due to the presence of plastic absolutely everywhere. Alors après, évidemment, on n'est pas en train de demander de mettre un coup de pied dans la table et de révolutionner tout de suite. Mais l'idée, c'est d'avoir une stratégie moyen-long terme qui permette de sortir de cette logique de consommation et de cette logique d'immédiateté vers quelque chose de plus durable. Alors ça peut passer par différents états, des états qui vont concerner, il y a déjà une big picture à faire de quelle est la problématique, hein, c'est qu'est-ce qui nous concerne aujourd'hui, on va dire c'est déjà tout ce qui est à usage unique, tout ce qui est jetable, les problématiques d'emballage, les problématiques d'étiquetage. J'ai plus les chiffres en tête, mais je vous invite à aller jeter un coup d'œil, j'ai pas d'action chez eux, hein, je vous rassure, mais je redonne le même exemple, un coup d'œil sur le site de Faude, sur leur rapport. Ils ont estimé les volumes de papier et de plastique utilisés ne serait-ce que pour l'étiquetage. Et vous verrez que les chiffres qu'ils donnent sont juste sidérants. On parle de centaines de milliers de tonnes pour une seule marque en papier et en plastique, rien que pour l'étiquetage. Donc là, on a déjà des gains qui peuvent être assez faciles. Je mets des guillemets, on sait que le changement n'est jamais facile, mais en tout cas plus facile que de bouleverser complètement l'industrie. Donc on peut commencer par ça, et puis derrière se projeter dans des logiques qui vont être plus compliqué, plus difficile à envisager sur la durabilité des produits, sur leur récupération, sur leur recyclage. So the issue is not necessarily to kick the table and to put everything upside down within next year, because that's a very difficult exercise. Making a sector shift is a very complex issue and very difficult issue. But maybe, and that's what Henry is suggesting, is to start thinking in terms of smaller actions or more
there are things that can be done extremely quickly. He mentioned the Vaude brand, and they've started to develop new label printing ways because they've realized that the simple label printing represented a consumption of plastic that is enormous, and they've started to change at least that aspect. And that's by doing leading actions into the various fields where we can start. It will not happen just like this. It's a very difficult exercise. We are following a model that has been created 100 years ago, and we need to make this model evaluate. And you can't just click fingers, of course, but we have our role to play as well. Et ensuite, puisqu'on a parlé quand même beaucoup de la réduction, mais il faut parler aussi de la fin de vie des produits qui arrivent à un moment ou à un autre, toujours, même si on les produit les plus durables, même si on les produit réparables, etc. Il y a un moment où ils arrivent en fin de vie. Et ça, c'est un enjeu qui est très très fort pour l'ensemble des secteurs des équipements, qu'ils soient outdoor, de loisirs, de la petite enfance, etc. C'est penser la récupération du produit en fin de vie. Un des gros enjeux aujourd'hui, c'est que ces produits-là finissent pour la plupart du temps en incinérateur ou en décharge, mais également parfois dans la nature directement. Et ne nous mentons pas, entre un incinérateur, une décharge et la nature, il n'y a que des formes qui diffèrent, mais globalement, ça finit dans la nature. And of course, that's the end of life of the product that Henry is mentioning, which has not yet been addressed or hardly been addressed. There are some trials, but for the time being, we have a clear tendency to say, this is dead, I throw it away. And there are ways to recycle, to reuse, to retreat. That is quite heavily underdeveloped. And that's another piste and avenue that you suggest. Oui, donc d'abord bien maîtriser sa chaîne de collecte, ça c'est quelque chose qui est vraiment très important et auquel j'incite les industriels à penser vraiment très fortement. C'est sûrement là qu'est le plus gros gain aujourd'hui, parce que quand vous vous posez la question de la collecte, vous vous posez forcément la question de ce que je vais en faire derrière. Et je peux vous donner une anecdote dans l'industrie du ski. Il y a un gros fabricant de chaussures, il n'y a pas très longtemps, qui s'est lancé dans le recyclage de ses chaussures, qui a lancé un grand appel à rapporter ses chaussures. Et je discutais avec son directeur RSE et il me disait, mais en fait, les journalistes n'ont retenu pour l'essentiel que le fait que, en fait, on allait recycler les chaussures. Il dit, en fait, c'est pas du tout là que ça s'est joué. Ce qui s'est joué, c'est quand on a récupéré des vieilles chaussures, déjà, on s'est rendu compte qu'il y avait 17 sortes différentes de plastique dedans, qu'il y avait 3 métaux différents. Et que donc, tout ça, ça faisait un truc qui était, on va pas se mentir, pas recyclable du tout, qui était très coûteux environnementalement. Et la première chose qu'on a fait, c'est repenser notre produit de A à Z pour qu'il soit recyclable. Pas qu'il soit recyclé, qu'il soit recyclable déjà dans un premier temps, et puis après recyclé. Donc maîtriser la collecte, maîtriser la conception du produit pour qu'il soit et collecté et recyclable, et derrière maîtriser son recyclage et intégrer le produit recyclé. So think in terms of collecting and not just recycling, but also when you manufacture the product, to already start thinking ahead, thinking, if I build it like this, when it comes to the end of life, will it be possible to recycle it? And Henry was mentioning the issue of a boot maker in the skiing industry, and they've realized when they were collecting their boots that it's made of 17 different plastics and 3 different metals. And it's all very good, but it's extremely difficult to recycle 17 types of plastics. And maybe we can think today of building paddles or canoes or whatever, maybe instead of using 20 plastics and make it very difficult to recycle, thinking in terms of saying, maybe I'm only going to use 5 plastics that can be dismantled or whatever. I'm not a specialist in boat making, of course, but again, the idea is to give precisely ideas about the manufacturing. On va peut-être passer maintenant à la partie prestation de services, sur laquelle on aura aussi des choses à dire. Alors, I suggest that for the time being we leave the pure manufacturing aside and we start looking at the aspect of service delivery. As you know, when you sell a kayak or when you sell a stand-up paddle, someone's going to use it, but someone is going to maybe rent it. Someone is going to organize trips with it. We represent, I'm president and you are vice president of
an organization called ECHO, the European Confederation of Outdoor Employers. And our members are like you, are kayakists, are skiers, are hikers, are all around Europe, because we represent European outdoor professionals. And so we know that they use all this equipment. And themselves, they've got their own issues in the impact upon the environment. A good impact sometimes, a bad impact sometimes. So that's the second part of this meeting. We would like to talk about this, the service delivery. Donc, pour nos amis français, hein, nous représentons une organisation qui s'appelle ECHO, la Confédération européenne des employeurs de l'outdoor. Et donc, les membres de cette organisation sont des professionnels de l'outdoor comme vous, mais qui sont spécialisés dans la prestation de services. C'est-à-dire qu'on ne représente pas des gens qui fabriquent des kayaks ou des skis, mais on représente des gens qui livrent des prestations en ski et en kayak. Et on voit bien que l'impact de l'outdoor sur l'environnement, l'empreinte des activités de pagaie ou autres d'ailleurs en général, eh bien, elle a sa part aussi du côté des prestataires de services qui ont des impacts positifs, on le verra, we will talk about positive impact, mais qui ont aussi des impacts négatifs, des fois sans s'en rendre vraiment compte. Et c'est l'enjeu, c'est l'objet de la deuxième partie de cette présentation aujourd'hui. Évidemment, Henri, tu pourras réintervenir parce que tu connais aussi les problématiques. Et de la même façon que nous avons vu une petite vidéo, alors je voudrais vous montrer deux, trois vidéos de quelques minutes qui sont des témoignages, d'abord de surfeurs qui se rendent compte de l'impact de ce qu'ils apprennent au contact de la nature et de l'impact qu'ils peuvent avoir, qui proposent quelques solutions, vous le verrez, sur de l'équipement d'ailleurs, assez intéressant. Et puis une autre vidéo, donc on fera que, sur des plongeurs sous-marins. So the first video is about surfers and how they realize their impact on the environment. They forward some solutions with equipment to analyze the impact. And then another short video about they are divers. And divers who realize how the problems when they arrive with the boats and the solutions they have. Voilà, je vous laisse regarder ces quelques témoignages. So surfing's had a huge influence on my life. It's taught me things about the ocean and the atmosphere that I wouldn't have learned otherwise. How storms are formed, how these storms interact with the surface of the ocean, creating waves, how those waves propagate out from the storm, sometimes traveling thousands of miles before interacting with the coastline, refracting and diffracting around its bathymetry before finally breaking. It's taught me things about the tides, about coastal morphology and meteorology. I loved it so much, I even went on to study at university, where I learned more and more about oceanography and eventually became a marine scientist. Now, for me, and for many others, certainly down here in Cornwall, surfing is a way of connecting to the ocean. It's a way of connecting to the natural world. But there are a whole range of other outdoor recreational activities that do exactly the same for other people. Whether that's on the ocean, on rivers, lakes and estuaries, on the land, in the mountains or in the forests, on the ice, on snow-capped mountain peaks or glaciers, and even in the atmosphere. There is a whole body of knowledge suggesting that outdoor recreation helps connect people to the natural world. Now, in the 1970s, it was hypothesized that outdoor recreation can help promote environmental concern. And this led to a whole lot of research testing this hypothesis. Now, a review of this work in 2009 showed that, yes, there is an apparent link. Outdoor recreation helps promote environmental concern in participants. Furthermore, there's been recent evidence to show that childhood experiences in nature through things like outdoor recreation have a lasting effect on their pro-environmental attitudes when they become adults. So not only does outdoor recreation help connect people to the natural world, it also helps raise environmental concern.
Alors, on le voit bien, hein, je fais le commentaire en français, puisque for those who speak English, you understand clearly the issue. On a bien un lien très fort entre la pratique de l'outdoor et la prise de conscience de la situation et de l'impact éventuel qu'on peut avoir. Alors, il y a un sujet là-dedans qu'on a évoqué l'année dernière avec notre ami, tu te rappelles, tu nous avais présenté. Je ne me rappelle plus si tu parles français ou anglais. Tu parles tout, toi, les Canadiens, vous parlez tout. Et sur les enfants, sur l'impact qu'a l'outdoor sur les enfants et sur la connexion et donc sur l'aspect bénéfique. Donc là, he's talking about childhood and children connection with nature, and that's a discussion we had last year with our friend who's sitting here in the front about the impact once a child has been touched by nature. There is a natural respect of the environment and a natural concern. So this is interesting that there is, we are convinced, but we must be even more convinced that there is a direct link between the practice of outdoor activities and the nature consciousness. Oui, d'ailleurs, je crois, Henri, tu en témoignais tout à l'heure. Tu disais tout à l'heure que dans ta vie d'expert, tes interventions, dans les grosses industries que j'évoquais tout à l'heure, une des problématiques, si j'ai bien compris, c'était aussi que tu disais que les gens n'étaient pas forcément en contact avec l'activité. C'est peut-être là où nous, on a une chance et on peut peut-être avoir une petite note d'espoir, c'est que a priori 100% ou presque de l'industrie des sports de pagaie est à la fois conduite par des pratiquants, par des gens, Coral l'illustre, je vois qu'il y en a plein d'autres ici. Donc c'est aussi là peut-être cette note d'espoir parce qu'il y a quand même un gap entre cette relation à la pratique. Oui, tu as tout à fait raison, Joël. Dans mon activité professionnelle, je suis amené à être négociateur auprès de l'ONU et auprès de la Commission européenne ainsi qu'auprès des instances françaises sur des grands textes réglementaires et auprès de multinationales. Et ma principale difficulté au quotidien, c'est de parler de nature à des gens pour qui ça n'évoque aucune expérience personnelle. C'est-à-dire la nature est un concept complètement abstrait et pas du tout une réalité sensible, une réalité d'expérience, une réalité qui fait appel à la mémoire et à des souvenirs. Et donc c'est évidemment très très compliqué d'amener à des prises de décision correctes dans ce cadre-là. On this issue, Henry is confirming he's intervening with the UN and with the EU and negotiating about legal aspects, and he's saying that there is a very big problem very often because people who make laws or who have to take political decisions are not connected with natures. And so they are talking or deciding about a very abstract issue, about very unknown concept. And so that's the first problem. So the link between the practitioners and nature is an extremely important thing. Now we have this gentleman who is a teacher at Exeter University is suggesting solutions to analyze the data and to collect data, and that could be ideas for the rest of the industry. Henry, you show us this. Voilà, alors il va nous suggérer des solutions de relevé de données qui vont permettre de travailler sur la situation et de trouver des solutions. Alors les surfeurs, comment est-ce qu'ils font? Now, one of these platforms could be us. If we take two popular marine water sports, diving and surfing, and we look at where they occur, we can see that they are distributed around the majority of the world's coastlines, at least in tropical, subtropical, and some subpolar regions. It's been estimated that there are millions of surfers and millions of divers globally regularly going in and out the ocean for fun. Well, why not tap into them as a resource for environmental sampling? Well, that's starting to happen. It's already been shown that surfers can collect useful information on ocean temperatures. This is a smart fin. It's developed by a group in San Diego in the US. It's the same size and a similar weight to a standard surfboard fin, but within it is an environmental sensor package that measures temperature, motion, GPS location, and can transfer all that data wirelessly onto data servers. Thanks to the SmartFin team, there are over 100 surfers now around the world using these fins, myself included,
and there's plans to make more fins and integrate new sensors on the biology and the chemistry of the ocean. Voilà un exemple intéressant donc, dans la relation des usagers du matériel avec la nature, qui, voulant trouver des réponses, eh bien, propose un smart fin, donc un aileron intelligent, qui permet donc d'analyser les températures, bref, de collecter un certain nombre de données qui vont permettre de mieux comprendre les situations et de proposer des solutions. Alors on peut se dire, pourquoi pas demain une smart pagaie, pourquoi pas demain, enfin on voit qu'il y a un lien très étroit qui peut s'établir dans l'analyse, dans la recherche de données, dans la recherche de solutions, un lien entre les manufacturiers et les utilisateurs. Donc on voit bien que sur cet aspect du service providing, il y a un rôle à jouer. Alors, il y avait un deuxième exemple, bon, on va peut-être pas regarder la vidéo, mais un deuxième exemple sur les usages. Et d'ailleurs, c'est un exemple que tu connais, tu m'as fait ce commentaire. There is a second example of this link between users and equipment. C'est dans la plongée sous-marine. C'est un exemple qui a été pris à Marseille, dans les calanques de Marseille, où le problème du mouillage, when the boats arrive with divers, they launch their anchor and it disturbs the floor. And then what they've invented is a system where they've got fixed anchorage points that are floating, and so that the diving companies are not scraping the floor all the time. Tu peux peut-être expliquer ça en français à nos amis? Oui, alors on rentre déjà dans les solutions et l'idée c'est effectivement de se dire qu'il y a des solutions pour réduire les impacts. Je pense qu'il est aussi important de partir d'un premier constat qui est de se dire que nos activités elles ont un impact positif, cette prise de conscience, mais qu'elles ne sont pas forcément positives par nature. Ça serait une erreur de penser que nos activités outdoor sont positives par nature du fait du nombre de pratiquants que nous sommes, de plus en plus. Tant mieux, on a un impact qui est de plus en plus fort parce que les espaces protégés, eux, sont très très peu nombreux et qu'on a plutôt tendance à aller vers eux puisque ce sont les espaces les plus beaux. Je vous donne juste un chiffre qui je pense va vous étonner. Tiens, je vais faire un petit questionnaire pour vous faire réagir. À votre avis, en France, c'est quoi la surface de la France qui est protégée réglementairement en pourcent? 2% dit Joël. Allez-y, mouillez-vous, essayez. The question is what is the percentage in France? What is the percentage of the land that is protected by law? Infiniment moins. How? C'est 0,1%. 0.1% is protected. Ce 0,1%. 99.99 is open to whoever wants to do something, does something. Voilà. Sur ce 0,1% se concentre environ 80% des activités outdoor en France. 80% of outdoor activities is concentrating on this 0.1%. Donc l'enjeu, il est évidemment celui d'augmenter ces espaces protégés, si on veut en réduire l'impact, ça c'est déjà la première chose. Je vous rappelle que les scientifiques qui fixent un objectif, si on veut résoudre la grande crise environnementale, c'est 30% d'espaces protégés dans la planète. The objective that the scientifics place, if we want to address seriously the environmental problems, is 30% of the planet should be protected. On en est loin. Donc effectivement, il y a des enjeux de cohabitation entre les activités outdoor, mais il y a un enjeu de changer de mentalité, qui est de se dire qu'en fait la nature n'est pas un terrain de jeu, c'est un espace de vie. C'est un espace de vie qu'on partage avec un ensemble d'êtres vivants différents, mais auquel on appartient à cette chaîne du vivant-là. Et le grand enjeu, il est là. Il est justement d'avoir des activités qui soient respectueuses, d'accepter que sur ces 0,1%, on ait des contraintes, mais également d'avoir une amélioration des pratiques pour aller vers des pratiques moins impactantes. Sur ce sujet des impacts positifs, des impacts négatifs, je voudrais passer la parole à notre ami Stéphanos. Stéphanos, donc, qui exploite au-delà de son engagement politique, on va dire, pour défendre l'outdoor, qui exploite une base de kayak de mer à Santorin et qui va nous faire part un peu des aspects positifs et négatifs. I would like to give my mic to Stéphanos, who not only is engaged politically through the organization we defend for the benefit of the outdoors, he's got his own outdoor activity in Santorini, 2 million visitors,
What is the positive, the negative impact of the service providing in Santorin? Hello? Greek or English? Any Greeks? No. Okay, okay, English, please. For the example before about the protected areas, I'm not sure, but I think that a good example is Canada, with 40% of protected areas. It's something like this. So we have a fact. The fact is that the outdoor recreational activities is growing, and we have a trend that is more and more people going out. In today's world, there are million and million people that is going out. They would like to live from the cities and go to the nature and feel free. So this creates some positive and some negative things, some advantages and some disadvantages. You want to translate that in French? Oui, Stéphanos nous indique qu'il y a effectivement, alors il parlait du Canada où il y aurait à peu près 40% de surface protégée, ce qui est bien supérieur. Et il nous parlait également des avantages, il le dit, hein, on a une migration de citadins qui se déplacent vers des zones plus rurales et plus naturelles, mais effectivement ça crée des aspects positifs et négatifs que je te laisse développer. So for sure, if you get out in the nature, they are the best way with outdoor activities to build a relationship with the nature. And for us, the outdoor sector, for sure, we would like to give the education to our clients to protect the nature. But in the same time, there are some negative things that more and more, and I will bring the example of the Santorini, that it's an island in Greece, a small island with 50,000 habitats just in the winter, and in the summer period they cross 1.7, maybe 2 million clients this year. So that means that it's a huge population in a small island, which used to be traditionally a fishing island. So the fishermen live from there, the fishes exist, and the locals are not happy. One friend of mine used to say, if you want a touristic place to grow, you have to have happy people, happy local people. So the population of the tourists, if it's growing in a place, it creates problems. We see about the plastic. We understand that the local people have to change their habits, and this change and the life, change the way that they live. You have to speak closer. Yeah, two aspects. Clearly, there is an education. Pardon, excusez-moi, c'est en français que je traduis, oui. Si je répète en anglais, ça ne va pas le faire. Il y a un aspect éducatif, très clairement, qui est positif de la part des professionnels de l'outdoor. Il est vrai que quand on emmène des gens en outdoor, notamment à Santorini, dans des kayaks de mer, il y a toute une éducation des clients qui se fait en même temps. Il y a une prise de conscience de l'environnement. Mais en même temps, et on a cet exemple, tu me disais, how many people live in Santorini? Il y a 15 000 personnes qui habitent à Santorini, à Santorin, on dit en français, je crois. 1,7 million et cette année, 2 millions de visiteurs. Et donc, il y a un moment donné où ça ne fonctionne plus. C'est-à-dire qu'on a le kayak de mer, c'est bien, c'est super, mais il y a un moment donné, je veux dire, avec 2 millions de visiteurs, quel est l'impact sur les niches d'oiseaux? Quel est l'impact sur l'habitat marin, sur la flore, on est dans des dimensions qui sont surréalistes. On a les chiffres de Venise Mais bon, on voit bien que nos activités, nos prestations de services d'outdoor, elles ont ce double aspect d'éducation qui peut être extrêmement positif, mais également négatif en volume. And in our sector, again for the example of Santorini, before 10 years it was about 15 sailing boats there. Now we are 160. So that means that every day we have morning tours and sunset tours. Every day there are thousands of people that cross all the coastline. And the sea kayaks too. We have 4 companies that sell outdoor activities in these islands. For me, and finish with this, is that we have to create
and we are working in our sector with ECO to create an environmental code. An environmental code with ethics that we have to pass it to our clients, to our people, and stop growing all this pollution and all this bad thing around our sector. Oui, Stéphanos mentionne les bateaux à voile qui organisent des tours en Grèce. Hein, pour ceux qui sont allés en Grèce, on rêve tous de faire un petit tour de bateau à voile au milieu des îles. Il explique qu'il y avait 10 ans, il y avait 15 bateaux qui organisaient des tours. Aujourd'hui, il y a 160 bateaux qui organisent des tours. Donc on est dans une fréquentation qui n'a plus rien à voir. Et effectivement, on travaille parmi tous les standards qu'on développe. On a développé des standards de formation professionnelle, des standards de sécurité. Et aujourd'hui, on est en train d'essayer de travailler sur des bonnes pratiques en matière de volume, de façon à répondre à cette question que tu posais au début de notre réunion, Henri, de dire toujours plus, c'est bien, mais il y a un moment donné, on arrive dans le mur, quoi. Hein. Oui, alors Jean-Yves, effectivement, tout le débat montre bien qu'on est face à nos contradictions, à nos paradoxes humains. Hein. C'est une évidence maintenant. Jean-Yves, tu m'as dit qu'il fallait faire relativement court, donc là je pense qu'on a largement dépassé le temps. J'aimerais quand même, avant de conclure et de vous remercier tous, j'aimerais quand même vous donner la parole. Est-ce que vous avez des questions, notamment pour Henri? Est-ce que vous voulez réagir ou témoigner, peut-être si vous êtes membre de l'industrie? Questions, réponses, je peux être porteur de micro si vous le voulez. We're reaching the end of this meeting, so maybe some of you have questions for Henry or for others. C'est une question politique en fait. Quand est-ce que les décideurs, les pouvoirs publics, les législateurs vont imposer un fort pourcentage de tout ce qui est refabriqué, tout ce qui est fabriqué? C'est-à-dire tant qu'on laisse des matières premières être ponctionnées et qu'on n'oblige pas à prendre par exemple 80% de matières renouvelées, et pour l'instant il n'y a pas de filière, il n'y a rien, et on se dit pour l'instant rien n'est véritablement fait au niveau des pouvoirs publics. The question is regarding public deciders, and the question is, when are public deciders going to take position on this consumption of goods and of first issues? I'll let you answer to this. Yeah. Alors on ne peut pas dire tout à fait rien. Il y a un début de prise de conscience qui existe à l'échelle européenne. Ça s'appelle la directive SUP. C'est une directive qui interdit certains produits en plastique à usage unique. C'est une directive qui impose un certain nombre de taux de recyclage pour certains produits. Pas tout encore, mais c'est un premier pas. Ça date d'il y a 2 ans. En France, on a une loi qui s'appelle la loi AGEC qui a imposé les prémices de la réparabilité. C'est très insatisfaisant, très insatisfaisant. On sent que les lobbies de fabrication de matières premières sont beaucoup passés par là, mais c'est déjà des premiers pas. Et puis à l'échelle mondiale, aujourd'hui, on négocie, on discute d'un traité qui s'appelle le traité international sur les pollutions plastiques, dans lequel ces questions vont être abordées. Alors, le traité international sur les plastiques, on est au tout début, il va y avoir 4 ans de marathon, donc je ne peux pas vous dire ce que ça donnera. Mais en tout cas, c'est dans le mood, c'est de travailler sur ces questions-là aussi. There is a few positions that have been taken. First positions, they're not very powerful and not very efficient, but there's been, at EU level, there's been position taken on single use of plastic. At French level, there's been a law taken on repairing equipment that's been taken, and there is a treaty at world level that is being negotiated. It's starting, but we seem to agree with you that it remains limited, and it's time for more, definitely. Bonjour, alors moi je voudrais m'adresser aux fabricants. Moi je fais des sorties de paddle yoga, des journées, des pique-niques. C'est d'équiper les kayaks, les paddles, pourquoi pas de filets pour que les gens ramassent leurs déchets, qu'en même temps on sensibilise les personnes lors des sorties. Ça serait bien. Voilà, ça serait parfait. Moi, je le fais. J'ai des petits filets qu'on peut trouver gratuitement auprès des associations comme Terre-Mer, Sea Shepherd. Enfin, il y a plein d'associations qui fournissent des filets. Et les mettre à bord ou même équiper vos... Je crois que Starboard a une pagaie avec un petit crochet où on peut accrocher les sacs et ramasser des déchets en même temps quand on fait une sortie. Ça serait très bien. This lady is suggesting that maybe the manufacturers should equip their equipment with disposable equipment to collect rubbish. She's organizing a yoga paddle and this sort of
very zen activities, which is fantastic. And it's a very good idea. And I'm sure that it's the users have got lots of little ideas like this, well, little or big ideas, in order to improve their goods. Et moi, je voulais en profiter dans la lignée de ce que vous dites pour lancer un petit défi aux vendeurs de prestations qui essayaient de proposer des repas sans emballage, de proposer des prestations alimentaires où il n'y ait pas d'emballage plastique ou pas d'emballage jetable à usage unique. On peut faire avec du réemployable et ça, c'est un vrai défi. Je sais que certains l'ont relevé et y arrivent. Hein, c'est compliqué, mais c'est possible. Service providers could have the idea of offering meals without plastics. We had a witnessing about selling racers who try to do that. Very good idea. We will have to have more ideas like this. Mon cher Joël, je te laisse le peut-être. Ah, on a une autre. Ah ben voilà. Je vais parler en français puis en anglais pour que le monde y comprenne. Ouais, voilà. Donc moi, je suis fabricant de kayak, fabricant de planches à pagaie, de snowboard, de tous les accessoires de kayak depuis presque 40 ans maintenant. Juste pour comprendre d'où je viens, de base, d'un côté moral, je suis à 100% d'accord avec ce que vous dites, avec les principes, avec la direction que la conversation a pris. I'm a manufacturer. I produce kayaks, paddleboards, snowboards, and all the stuff that goes around it. I've been in the industry for about 40 years. And as a base layer here, I want to say that from a moral standpoint, I agree 100% with the concept of this discussion and the direction that it has taken. Là maintenant, par contre, je mets le boulon dans le roue. On est ici au un salon pour vendre plus de produits. Quand nos produits sont très durables, on fait par exprès de développer des nouveaux produits pour remplacer l'ancien produit qui est encore en état, qui est parfaitement bon état. Parce que notre économie a besoin de ça. Pour survivre, comme petit manufacturier, j'ai besoin de ça. Si un client qui m'a acheté un kayak il y a 2 ans ne me rachète pas un autre kayak dans une période de 3 ans, moi j'ai un problème. C'est un problème global. C'est pas juste nous, c'est un problème global. Donc, quand on parle de les produits qui sont plus durables, quand on parle des produits qui ne sont pas achetés, mais tu as un décathlon qui loue au monde, donc là, tu en as 100 personnes qui chacun prend leur tour pour louer un kayak au lieu de 100 personnes qui ont acheté un kayak. Donc, de base, je suis complètement en accord avec la discussion. Même il y a 10 ans, j'ai eu un prix avec le ISPO. J'ai eu un prix à ISPO pour avoir développé une planche de surf qui était faite entièrement avec des produits recyclés et naturels. Les résines, les fibres et tout ça. On a réduit le carbon footprint de 1 mètre cube sur une planche de surf. Donc, je suis conscient du problème. De nouveau, dans l'industrie de kayak. Tu peux nous le dire en anglais, ce que tu viens de dire. So, as a manufacturer, part of the problem that we run into here is an economic one. As a manufacturer, we are all here to sell more stuff to people. If the stuff lasts a long time and doesn't wear out, then we purposely find ways of making it no longer relevant by developing new products that are desirable so that the person who has a kayak that is perfectly good wants to buy a new kayak. It's what we do. This is why we are here. And so this causes problems. When you have the idea, for example, of a decathlon that's renting a kayak to 100 different people, which is good for the environment, as a manufacturer, that is 99 kayaks that I didn't sell because 100 people are all using the same boat. So you understand where I'm coming from here. I won an award from ISPO about 10 years ago for having developed a sustainable surfboard. And I cut the carbon footprint in the surfboard manufacturing by a cubic meter,
by using either recycled or natural fibers, resins, and things like this. So I'm very aware of the problem. And I'm also aware that we cannot live in an environment anymore that is constantly focused on a never-ending growing economy. That this idea that the economy is just going to grow and grow and grow and grow and grow, and I as a business have to grow and grow and grow and grow and grow, this isn't sustainable. But I still have rent to pay tomorrow, and I have employees to pay tomorrow. And I don't know the solution to this problem. I don't have the solution to this problem. But I am saying that while this is a great discussion, it's not really a practical or applicable one right now for many, many people, especially the small businesses. I don't have the solution. But I am unfortunately kind of a downer here. You know? Non, tu résumes bien la dichotomie et la double problématique. C'est qu'on a un monde qui existe et on a un monde qui va être. Coran, j'avais peur que tu ne poses pas la question. Évidemment, cette question, elle est essentielle et c'est la question de fond qui nous amène. C'est peut-être pas pour rien que c'est le premier des thèmes de ces conférences. C'est pas par hasard que ça arrive maintenant. Et effectivement, on n'a pas la solution, mais tu vas nous aider un peu. Oui, on est dans un monde qui est en train de changer, qui est en train de passer d'un univers à un autre. Et je fais le lien avec la question qui a été posée tout à l'heure, c'est la place du politique. La place du politique, elle est majeure parce que, en fait, si je veux caricaturer un peu le propos, on a besoin de passer d'une économie qui est basée sur l'internalisation du profit, l'externalisation des coûts, vers une économie qui internalise les coûts également. Et aujourd'hui, quand on a un acte de production ou un acte de consommation qui est contraire aux intérêts de l'environnement, c'est-à-dire contraire à notre intérêt, finalement, in définitive, en fait, on n'en paye pas le prix. C'est la collectivité qui paye le prix. Sur une seule commune en France, qui est la commune de Lacanau, le nettoyage des plastiques pour pouvoir accueillir les touristes chaque année, c'est 200 000 €. Est-ce que c'est les fabricants de bouteilles, est-ce que c'est les fabricants d'emballages qui le payent? Non. C'est le consommateur, c'est le citoyen. Et en fait, tant qu'on n'aura pas ce switch-là, votre modèle vertueux, le modèle vertueux de produire moins, d'avoir des produits durables, il sera économiquement pas viable. On ne va pas se mentir, je ne veux pas vous raconter d'histoire. Aujourd'hui, vous avez bien noté que mon propos n'était pas adressé très directement aux fabricants. C'était un propos assez général parce que je suis bien conscient que si je vous l'adresse à vous directement, je vous emmène dans l'impasse que vous décrivez et que ça n'a pas de sens. Après, ça peut être aussi une volonté de la profession, globalement, et c'est pour ça que je parlais de stratégie à moyen et long terme, de se dire, voilà notre chemin. En fait, ce qui est important aujourd'hui, je travaille avec quelques très grosses entreprises. En gros, j'en ai deux catégories. J'ai celles qui essayent de résoudre le problème d'image qu'elles ont. Et en fait, ça les amène à prendre des mauvaises décisions, à faire du recyclé cheap, à faire du modèle où on va masquer la problématique en mettant un peu de carton autour, histoire de dire que c'est écolo, à peindre en vert l'étiquette. Greenwashing. Voilà, du greenwashing. Et puis, vous avez des entreprises qui sont vraiment impliquées. Et celles-là, elles ont toutes la même démarche. C'est une projection à 10, 20, 30 ans. En se disant, qu'est-ce que je gagne aujourd'hui très rapidement? Je vous ai parlé de l'étiquette, typiquement. Je pense que sur l'ensemble du salon, si l'ensemble des acteurs se mettaient d'accord pour supprimer l'essentiel des étiquettes non indispensables, les étiquettes promotionnelles d'un matériau dont, honnêtement, le consommateur se fout, mais royalement, la plupart du temps, elle n'est même pas lue, elle est arrachée, mise à la poubelle immédiatement. Si l'ensemble des producteurs qui sont dans le salon se mettaient d'accord pour supprimer les emballages utiles, on aurait déjà un gros gain. Ça ne demande pas un effort gigantesque. Et puis, on a effectivement des choses qui vont demander beaucoup plus de temps, des switch matériaux, de fait de repenser les usages. Et ça, on aura également besoin que chacun prenne sa part. Et dans le chacun, il y a évidemment le politique pour définir des règles de vie communes. C'est à ça que sert le politique normalement. Certains l'ont oublié malheureusement, mais c'est à ça que ça sert le politique. Coran's comment is absolutely true. There is a problem between the fact that we are part of a certain world and we need to create another world, but in the meantime we are in between. And theoretically, everything we've mentioned, yes, you agree, we all agree, but practically it does question, and that's why the suggestion, we are not here to give lessons, we are just here to raise an issue and to say, beware, because in the coming years, this is what we're going to have to address. Now exactly, and when we've got the discussions with all our European friends, we have had meetings with the Irish, with the Belgium, with the Portuguese, about all sorts of outdoor activities.
And it's always the same thing. It's how are we going to be able to invent solutions? We don't know, but we want to make sure that the whole sector is saying, yeah, okay, we understand. And that's the key issue at the moment, is that we have at least sufficient number of people who say, okay, we understand. Because we will have to change. How exactly? I don't have all the solutions. We have hints, some things, but it is an extremely complex issue. Est-ce qu'il y a une autre question, une autre réaction? Quelqu'un? Un micro. Hi there, Simon from CBK Adventures in the UK. You make a really amazing point, and I think that this issue of who's responsible for clearing up the mess is a really important one. I think as manufacturers, and this doesn't just apply to the water sports industry, I think this is across all industries, what we need to instill is that you can continue to grow, but you must be responsible for the product, not just at the point at which it leaves your warehouse and it goes into the hands of the consumer, but you must also be responsible for it to the point at which it is either recycled or reused into something else. And the kayak industry is a tiny part of that, but someone like Coca-Cola needs to take responsibility for those plastic bottles. They can't just be dumped into the ocean without consequence. And I think that's the part that we can do, because actually if we can square that circle, we can begin to think about long-term growth, as long as we're dealing with the problem at the other end, you know. Voilà, il y a un commentaire sur le fait que effectivement la question, on peut se poser la question de qui va nettoyer. En français, on dit qui va nettoyer la merde. To translate literally, who's going to clean up the mess. Mais en tout cas, ce que suggère notre ami, c'est qu'il y ait une prise de responsabilité supérieure de la part des manufacturiers, alors pas seulement des fabricants de kayaks, Coca-Cola également, et de dire on va un peu plus loin que simplement, une fois que le produit a quitté nos ateliers, c'est plus notre problème, il vit sa vie. Non, il y a aussi une question de récupérer l'équipement obsolète, de recycler, de se poser ces questions. J'espère, I hope I translated properly your vision. Yeah, it's to be more responsible about the continuous life of the product and not just when it leaves your warehouse. Voilà. And including for ski makers, for kayak makers and for Coca-Cola. Voilà. Oui, je peux qu'aller dans ce sens-là et réinsister sur ce que je disais tout à l'heure. Il y a un point clé de responsabilité des fabricants qui est la collecte des produits en fin de vie. Si vous intégrez cette notion de collecte des produits en fin de vie, vous commencez à vous mettre dans un cercle de pensée qui est vertueux, parce que ça veut dire que vous allez vous demander qu'est-ce que vous avez mis en marché, comment est-ce qu'on va pouvoir le réutiliser, comment est-ce qu'on va pouvoir le recycler. La collecte des produits en fin de vie, c'est pour moi le point le plus important. Collecting at the end of life, collecting equipment at the end of its life is a first step to get in, because you then start thinking ahead of the death of your product and you continue replacing it. But and that maybe is a first solution in front of the duality of the situation, is that if you start thinking about what happens at the end of the product, you start thinking about what happens at the beginning of the product. Because you anticipate on the fact that you are going to have to deal with it when it's obsolete. So that's the first issue. Peut-être que l'année prochaine, il faudra organiser une nouvelle réunion, une nouvelle table ronde avec plus d'idées. Maybe next year we'll have another round table with more ideas, with an audience that is producing ideas. It will be for the sector to bring ideas, and we are very aware of this at ECHO, because we are asked by our members, and we need to continue thinking to forward solutions, because if the sector doesn't find solutions, someday there will be someone from outside who will turn up and say, you guys do this. And we don't want that. We don't want that for training, we don't want that for practicing activities, we don't want that for solutions for the professionals. The solutions must come from the professionals themselves. Otherwise, if it's imposed by some fancy lawmakers, it's going to be a drama. It's always a drama when the sector doesn't decide.
So you've got a year to make your brains think. Mais on se retrouve l'année prochaine. On va se retrouver l'année prochaine. Il n'y a plus de questions, any questions? No? Eh bien, alors, je pense qu'on va conclure. Je vous remercie. Merci à tous pour votre participation. Merci pour votre écoute. Nous avons rendez-vous pour celles et ceux qui le souhaitent. Demain, on va prolonger un petit peu la discussion côté tourisme, développement durable côté tourisme, avec des intervenants, notamment le directeur du tourisme de l'Occitanie, qui aura des exemples assez vertueux pour vous montrer comment est-ce qu'on peut, d'une certaine manière, être non pas usager mais protecteur de la rivière et avoir une consommation raisonnée, je dirais, de la prestation, notamment sur l'Allier. Merci à toutes et tous. Merci Henri, merci Jean-Yves, merci Stéphano. À bientôt. Merci à vous. Thank you very much, everyone. We will be seeing you again tomorrow for more conference, tomorrow about sustainability with some witnesses. And we'll see you tomorrow. Thank you very much.